Ça va bien. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur le décret tertiaire, webinaire que nous avons monté en partenariat avec notre partenaire, en fait, Pouget Consultant, hein, en la personne de monsieur Arnaud Gabilla et de monsieur Pierre Le Nabasque. Donc, nous sommes pour 1h30 ensemble sur ce décret qui a fait parler beaucoup et couler beaucoup d'encre et qui, j'imagine, interpelle encore à l'heure actuelle. Deux grandes parties en fait sur ce webinaire, une partie de rappel théorique et puis de descriptif du dispositif, et puis une seconde partie plus opérationnelle avec la mise en, comment dire, l'utilisation de la plateforme Opera développée par l'ADEME. Quoi de vous dire de plus? Ce que je vous propose, en fait, c'est de poser vos questions, non pas au fil de l'intervention, mais plutôt à la fin de chaque partie. Pour cela, utiliser soit le fil de conversation, soit le système de levée de main, que tout le monde connaît bien maintenant, en haut de vos menus, Teams. Donc, je vais donner la parole à monsieur Arnaud Gabilla et à monsieur Pierre Le Nabasque. Je vais vous laisser Arnaud et Pierre, je vais vous laisser vous présenter. Arnaud, tu veux commencer peut-être? Non. Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pierre Le Nabasque, Pierre, je vous propose peut-être, excusez-moi, je vous propose peut-être de mettre la caméra, qu'on Oui, puisse, bien sûr, bien sûr, qu'on bien sûr, vous bien sûr. voit. On met un visage sur un nom. Voilà, Donc, ouais, exactement. ouais. Rebonjour. Du coup, donc Pierre Le Nabasque, société Pouget Consultant, qui accompagne l'ASSET sur cette mission et qui, donc, aujourd'hui, va vous présenter les différents aspects du décret tertiaire, à la fois d'un point de vue théorique et, comme déjà dit, par la suite, sur un aspect un peu plus pratique, on va balayer rapidement les différentes étapes d'une déclaration sur la plateforme Opera. Arnaud, est-ce que tu veux compléter? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci technique de son Il y a un côté. souci technique? Ouais, voilà. Pour ce qui est de la présentation, je vais Allô? laisser Arnaud introduire. Est-ce que C'est bon, vous ça. m'entendez? Ouais, c'est Oui, on bon, vous Arnaud. entend, Arnaud. Pardon, j'ai Je- un problème je- de micro désactivé, j'arrive pas à activer ma oui, caméra non alors, plus. je vais vous le faire parce qu'en fait, a priori, il y a un petit souci technique. Vous n'êtes pas autorisé la caméra. Voilà, allez-y. OK, C'est de ma parfait, faute. Vous êtes pas- et il manque plus que le partage d'écran que j'ai fait auquel j'ai pas encore accès pour, Et, partager la présentation. pam, pam, pam. On va mettre en évidence tout le monde. Voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je sais pas si Pierre, toi, tu as accès au partage, sinon on fera depuis ton écran. Ouais, ouais, c'est bon. Et je ne comprends pas comment vous changez de statut. Voilà, je vous désigne comme présentateur. Et là, normalement, tout devrait être bon. Dites-moi, Arnaud. Oui, c'est bon, C'est bon, et désolé. alors Voilà. attendez, je vais partager la présentation, vous allez Alors, me dire je vais si en profiter ça pour faire marche. un petit rappel. Donc, depuis le mois de septembre, en fait, Pouget Consultant nous accompagne sur toutes les problématiques décret tertiaire et bientôt RE 2020. Et notamment, Pierre et Arnaud interviennent dans le cadre du 8 conseil, champ sur lequel on intervenait assez peu. Et maintenant, on est voilà, tout à fait outillé pour répondre grâce à l'équipe de Pouget Consultant pour répondre à vos questions. Voilà, Arnaud, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous me confirmez que vous avez bien en plein écran le Oui, partage? très très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci, Frédéric et Pierre pour l'introduction, et merci de nous donner, bah, l'occasion de partager avec vous ces slides sur ce sujet d'actualité qu'est le décret tertiaire.
Juste rapidement, pour vous présenter donc, Pouget Consultant, donc nous on est bureau d'études énergie et environnement, on est basé donc à Paris, à Nantes et à Rennes. On est à peu près 75 collaborateurs en tout, aujourd'hui. On intervient à la fois sur la construction neuve et sur la rénovation avec 2 pôles dédiés dans chaque agence. Un pôle, construction neuve qui ne fait que du neuf et un pôle rénovation qui est spécifiquement dédié à la rénovation. Et on intervient à la fois sur le résidentiel et sur le tertiaire, avec 2 activités, très complémentaires. On a une activité, opérationnelle de bureau d'études d'un côté, donc on accompagne les maîtres d'ouvrage sur leurs projets de construction neuve ou de rénovation, depuis l'étude thermique jusqu'au suivi d'exploitation. Donc partie opérationnelle d'un côté et on a une partie conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage de l'autre, où là on accompagne des maîtres d'ouvrage plutôt à l'échelle de leur parc, que ce soit des collectivités, des bailleurs sociaux, des entreprises, et on les accompagne notamment, sur ces thématiques, décret tertiaire. Donc là aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup dans le cadre du décret tertiaire, c'est, faire des missions d'audit énergétique, sur des bâtiments soumis à obligations et on en profite pour aider le maître d'ouvrage à être en conformité avec, les données Opéra. Donc on recherche les consommations, on les renseigne sur la plateforme et puis on assure une conformité, vis-à-vis du décret au maître d'ouvrage. Et on fait aussi beaucoup de missions de schéma directeur immobilier énergie, notamment pour les collectivités, ou dans le cadre du SDIE, eh bien on inclut cette partie, définition des bâtiments, soumis aux obligations, au sein du parc de la collectivité et ensuite, renseignement de la plateforme Opéra pour ses maîtres d'ouvrage. Et comme vous l'avez rappelé, on a aussi évidemment ce partenariat avec vous où on est, enfin on peut répondre à vos questions via le e-conseil, sur ce décret tertiaire. Donc comme on l'a dit, une première partie, assez, théorique, enfin on va vous présenter, hein, le décret tertiaire dans ses grandes lignes. Ensuite un temps d'échange et puis après une dernière partie plus opérationnelle qui est dédiée à la saisie, sur la plateforme Opéra que Pierre Lenabasque, vous présentera. Alors sur les grands principes du décret tertiaire, finalement c'est un texte réglementaire qui dans son principe est assez simple, et on peut quasiment le résumer en une seule slide, hein, qu'on a essayé de faire ici. Donc dans son principe, le texte est assez simple, enfin les textes sont assez simples. Par contre en application, c'est là où c'est un peu plus compliqué, puisque, ça fait appel à énormément de types de bâtiments et de situations différentes, sur le territoire, et chaque situation est presque différente, et presque un cas particulier, ce qui fait qu'on a beaucoup de cas d'application différents et c'est ça qui peut poser problème dans le cadre de ce décret tertiaire. Le principe du décret, donc comme je disais, est assez simple. Il concerne tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de surface de plancher et pour ces bâtiments de plus de 1 000 m² de surface de plancher, vous avez des économies d'énergie à réaliser à horizon 2030, 2040 et 2050, donc 3 jalons temporels. Et pour ces jalons temporels de 2030, 2040 et 2050, vous avez 2 façons de réaliser ou de remplir les obligations, hein, du décret tertiaire. Vous avez ce qu'on appelle le calcul en relatif, où là, sur ces bâtiments, vous devez justifier de 40 d'économie d'énergie en 2030, 50 d'économie d'énergie en 2040 et 60 en 2050. C'est une première façon de remplir les objectifs. Et vous avez une seconde façon, d'être en conformité avec la réglementation, c'est ce qu'on appelle le calcul en absolu. C'est en fait d'amener votre bâtiment soumis à obligation en dessous d'un certain seuil de consommation qu'on appelle le CEAPS, et qui dépend bien entendu, on va le voir par la suite, de la zone climatique considérée, et évidemment de l'usage du bâtiment considéré. Donc voilà, tous les bâtiments de supérieurs à 1 000 m² sont soumis à obligation et vous avez 2 façons de remplir ces obligations, en relatif ou en absolu. Sur l'assujettissement, une petite nuance, on est sur des bâtiments donc de plus de 1 000 m², mais vous avez 2 cas, qui sont aussi pris en compte dans le cadre du décret. Vous avez les parties de bâtiments qui hébergent des activités tertiaires. Donc si vous avez un bâtiment, multi-usage, par exemple un site industriel, qui abriterait des locaux de bureaux, plusieurs plateaux de bureaux, et bien c'est la partie qui héberge des activités tertiaires fait plus de 1 000 m² de surface de plancher, et bien cette partie du bâtiment est soumise à obligation et donc là on raisonne sur la partie du bâtiment, qui abrite des activités tertiaires et elle est soumise également aux obligations de réduction des consommations d'énergie. Et enfin, le dernier cas qui est, finalement assez courant et notamment en collectivité, hein, c'est le cas des bâtiments qui sont, présents sur une même unité foncière, donc un ensemble de bâtiments présents sur une même unité foncière. Et bien si, l'ensemble des bâtiments tertiaires appartenant à cette unité foncière fait en cumulé plus de 1 000 m², et bien là, on raisonne à l'échelle du site et donc le site dans son ensemble
est soumis à obligation et doit respecter le décret tertiaire. Donc c'est par exemple le cas d'un groupe scolaire, d'un équipement sportif ou d'un complexe sportif où vous auriez plusieurs bâtiments. Si l'ensemble des surfaces cumulées fait plus de 1000 m², le site dans son ensemble, si on est sur une même unité foncière évidemment, est soumis à obligation. Donc voilà les grands principes du décret. Quelques points importants qu'on a notés en dessous. Donc la surface qui sert de référence pour déterminer s'il y a assujettissement ou pas, c'est la surface de plancher. Les consommations d'énergie, qu'on va regarder sont en énergie finale, contrairement à d'autres réglementations, typiquement la RE 2020 ou le DPE pour le logement où on raisonne en énergie primaire. Là, le décret tertiaire raisonne en énergie finale, c'est-à-dire l'énergie, que vous consommez, au niveau du point de livraison. Et élément très, très important qui, marque un peu une rupture avec les autres réglementations, c'est qu'on raisonne sur facture, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment les consommations réelles du bâtiment, et on va pas être sur des, modélisations théoriques telles que, la RE 2020 ou les autres réglementations thermiques qui utilisent des modélisations des bâtiments. Là, on est vraiment sur les factures réelles de ces bâtiments. Le décret concerne tous les usages, donc ça concerne bien entendu tout ce qui est, chauffage, climatisation, éclairage, mais également tout ce qu'on appelle les usages spécifiques. Donc n'importe quel, ordinateur ou équipement, branché dans un bâtiment de bureau, par exemple, rentre en compte dans les consommations. Donc toutes les consommations sont intégrées dans le cadre du décret tertiaire. Vous avez la possibilité de passer du calcul relatif au calcul absolu entre 2 décennies, c'est-à-dire qu'à chaque décennie, donc 2030, 2040, 2050, il faut que vous remplissiez au moins l'une des 2 obligations, relatif ou absolue, pour être en conformité avec la réglementation. Mais, vous ne devez pas, aujourd'hui, choisir si vous êtes en relatif ou en absolu. C'est vraiment à chaque décennie, si l'une des 2 conditions est remplie, vous êtes en conformité avec la réglementation. Et dernier point, le décret tertiaire est très focalisé sur les consommations d'énergie, donc il n'y a pas de seuil à proprement parler sur des émissions de gaz à effet de serre, donc des émissions de GES. Évidemment, le décret intègre quand même l'interdiction d'augmenter vos émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du processus, du décret tertiaire. Mais il n'y a pas de seuil à respecter, ni de pourcentage d'économie, à respecter en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment basé sur l'énergie et l'énergie finale. Au niveau des textes, qui régissent cette réglementation, eh bien, c'est un texte donc qui est issu de la loi Elan de 2018 et qui est paru donc le 23 juillet 2019, donc le décret tertiaire est paru le 23 juillet 2019 et il a été complété de plusieurs arrêtés, notamment un arrêté du 10 avril 2020 qui précise, les modalités d'application de ce décret, c'est ce qu'on appelle l'arrêté méthode. Et ensuite, vous avez différents arrêtés qui paraissent, qu'on appelle des arrêtés valeur absolue. Alors, on va y revenir. Ce sont en fait les arrêtés qui fixent les valeurs seuil, à respecter dans le cas où vous choisiriez le calcul en valeur absolue. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a 2 arrêtés qui sont parus pour ces valeurs absolues, qui couvrent un certain nombre d'usages de bâtiments, un certain nombre d'usages tertiaires, mais on n'a pas encore tous les usages qui sont, traités et on attend d'autres arrêtés, notamment un arrêté, valeur absolue 3 qui devrait paraître, enfin qui est censé paraître, avant fin 2022 et on l'attend avec impatience. Au niveau des ressources, le décret tertiaire est évidemment générateur de beaucoup d'activités et on va dire d'offres de la part de prestataires et quand vous allez sur un moteur de recherche bien connu, si vous tapez décret tertiaire, vous tombez pas sur des sites officiels, mais plutôt sur des sites, marchands qui vous vendent des prestations. Si vous voulez avoir des informations issues vraiment des pouvoirs publics et des informations qui soient vraiment authentiques, la meilleure source, c'est la plateforme Opera qu'on va décrire tout à l'heure. C'est la plateforme qui va recenser toutes les informations et notamment les données de consommation, liées aux bâtiments soumis à obligation et donc sur cette plateforme, on vous a mis les liens ici, vous avez un onglet ressources dans lequel vous retrouvez, eh bien, les textes réglementaires, des, webinaires proposés par les pouvoirs publics ou par l'ADEME, des outils, de décryptage, des textes et notamment une foire aux questions, qui est enrichie au fil du temps et qui regroupe déjà pas mal de cas particuliers et de questions posées par les maîtres d'ouvrage, et donc là, c'est sur la plateforme Opéra que vous retrouvez tous ces éléments qui vous permettent de mieux comprendre ce décret tertiaire. Alors dans un premier temps, je vais faire un focus sur l'assujettissement, et regarder comment les bâtiments, les parties de bâtiments ou les sites sont assujettis, au décret tertiaire et quels sont, à l'inverse, les bâtiments qui, sont exemptés, d'obligations. Déjà, le décret tertiaire, ne fait pas de distinction de date de construction, c'est-à-dire que c'est une réglementation qui s'applique à tous les bâtiments,
quelle que soit leur date de mise en service. Donc ça va aussi bien concerner un bâtiment très ancien qu'un bâtiment qui a 20 ou 30 ans, et ça concernera aussi les bâtiments neufs qui vont sortir de terre d'ici quelques années. Donc il n'y a pas de date à partir de laquelle on est exempté ou au contraire on est soumis au décret tertiaire. Donc c'est vraiment quelle que soit la date de mise en service du bâtiment. Vous avez certains cas de non-assujettissement, que vous avez à droite dans le petit tableau. Donc, quand vous avez un permis de construire précaire, comme dans beaucoup de réglementations d'ailleurs, eh bien, ce bâtiment n'est pas soumis à obligation. Tout ce qui est lieu de culte, locaux dédiés à la sécurité civile, à la défense du territoire sont également exemptés d'obligation, même si c'est des usages tertiaires, ils sont exemptés d'obligation. Vous avez ensuite des locaux, et des bâtiments plutôt à usage, résidentiel ou, notamment des résidences universitaires, des résidences étudiantes, des foyers, logements, des résidences seniors ou des EHPAD qui sont des usages, non intégrés au décret tertiaire. Donc ces bâtiments-là sont exemptés d'obligations. Et vous avez après pas mal de cas particuliers que vous retrouverez d'ailleurs dans la foire aux questions, de la plateforme Opéra, notamment les laboratoires de recherche sont exemptés, d'obligations. À l'inverse, donc on l'a dit, les bâtiments neufs sont eux aussi compris dans le périmètre de cette réglementation. Le type de construction ne conduit pas à une exemption d'obligation, donc les bâtiments modulaires sont aussi intégrés, à la réglementation. Les bâtiments non chauffés également, c'est pas parce qu'un bâtiment n'est pas chauffé qu'il n'est pas soumis au décret tertiaire, puisque vous avez des consommations d'énergie sur les bâtiments, même s'ils ne sont pas chauffés. Les EHPAD sont concernés, par le décret tertiaire, c'est une question qu'on a assez régulièrement. Et enfin tout ce qui est, extension, par exemple, si vous faites une extension sur un bâtiment et que du coup vous dépassez ce seuil des 1000 m² de surface de plancher, eh bien le bâtiment, si c'est un bâtiment tertiaire bien entendu, est soumis, enfin peut devenir, soumis à obligation. Les locaux techniques et les locaux de stationnement, ne font pas partie de la surface de plancher. Donc quand vous calculez vos 1000 m² de surface de plancher, eh bien, ces locaux-là ne sont pas pris en compte. Par contre, si un bâtiment est soumis à obligation, eh bien, on va regarder l'ensemble des consommations, dont les consommations, liées aux locaux de stationnement, c'est-à-dire les consommations d'éclairage, de désenfumage, par exemple, qui sont, intégrées aux consommations à prendre en compte. Et enfin, donc, la certification, la labellisation éventuelle d'un bâtiment, ne modifie pas son assujettissement. Donc, c'est pas parce que vous êtes, HQE, BREEAM ou LEED sur un bâtiment que, vous pourriez être exempté, d'obligations, liées à ce décret tertiaire. Alors je balaye pas tous les cas ici, hein, vous les retrouverez, sur la foire aux questions ou sinon posez-nous vos questions, hein, directement via le service de e-conseil, mais là, c'était quelques exemples de cas d'assujettissement ou de non-assujettissement à ce décret. Si je reviens sur le périmètre, bâtiment, partie de bâtiment ou site, là, j'ai repris quelques visuels que vous retrouverez sur les ressources de la plateforme Opéra qui sont assez bien faits. Et donc là, ça permet d'illustrer un petit peu plus ce que je vous disais en introduction sur le périmètre d'assujettissement, des locaux. Donc ça, c'est le cas le plus simple, hein, quand vous avez un bâtiment qui a un usage simplement tertiaire, si ce bâtiment fait plus de 1000 m², il est assujetti. Donc là, vous raisonnez à l'échelle du bâtiment. Vous avez un cas un peu plus complexe de bâtiment multi-usage, donc typiquement un bâtiment qui abriterait des bureaux, des logements et du commerce. Eh bien, c'est la vérification de l'assujettissement se fait, à l'échelle, eh bien, des locaux tertiaires, c'est-à-dire des bureaux et des commerces. Donc si l'ensemble bureau plus commerce fait plus de 1000 m², eh bien cette partie, eh bien, est soumise à obligation et donc on raisonne sur cette partie du bâtiment seulement. Ensuite, ce qu'on disait, le cas donc de la même unité foncière avec plusieurs bâtiments, donc là typiquement 2 bâtiments A et B sur une même parcelle cadastrale, une même unité foncière, eh bien, si ces bâtiments si la somme des surfaces de plancher de ces bâtiments fait plus de 1000 m², eh bien l'ensemble du site, est soumis à obligation, et ce même si vous avez une différence d'usage entre les bâtiments. Si vous avez un gymnase en bâtiment A, un gymnase et bâtiment B par exemple, un bâtiment d'enseignement, eh bien, aucun problème, enfin l'ensemble du site est concerné et on ne fera pas une distinction par bâtiment pour vérifier l'atteinte des objectifs. Et enfin un cas un petit peu spécifique et qui a été pris en compte dans le décret, c'est quand vous avez, 2 bâtiments situés sur 2 unités foncières différentes. Typiquement, si vous avez une voirie qui passe entre les 2, heu, en théorie, ces 2 bâtiments devraient être séparés et on ne devrait pas raisonner au site puisqu'on n'est pas sur la même unité foncière.
Par contre, quand il existe un lien fonctionnel entre les 2, pour le coup, on peut dire que, il s'agit d'un seul et même site, au sens, fonctionnel du terme et on peut raisonner, quand même à l'échelle du site. Donc par exemple, si vous avez, d'un côté de la rue, un groupe scolaire et de l'autre côté un gymnase, mais qui est utilisé par l'école, eh bien, on considère que c'est un seul et même ensemble fonctionnel et donc on raisonne à l'échelle du site, même si on est sur 2 unités foncières différentes. C'est pareil si vous êtes sur un siège d'entreprise, et que vous avez plusieurs bâtiments, de ce siège qui sont de part et d'autre d'une voirie, eh bien, on peut justifier que, il s'agit d'un seul et même ensemble fonctionnel et donc on raisonne quand même à l'échelle du site. Donc voilà les cas qu'on rencontre le plus souvent. Là, on vous a intégré une slide, alors un petit peu, avec un petit peu de texte, un petit peu chargé, mais qu'on a repris des textes officiels. L'idée, c'est de comprendre que le décret tertiaire s'adresse évidemment aux propriétaires des bâtiments, qu'ils soient occupants ou propriétaires bailleurs, mais le décret s'adresse aussi, aux locataires et donc on a à chaque fois ce qu'on appelle donc une entité fonctionnelle assujettie. En fait, c'est un binôme propriétaire-bailleur et preneur à bail, et les 2 sont en fait concernés par le décret tertiaire. Évidemment, le propriétaire, lui, a la main sur l'enveloppe du bâtiment et sur tous les locaux techniques et surtout les systèmes techniques, pardon, dont il a la propriété et dont il a la charge. Mais, le preneur à bail, s'il a par exemple des installations qui lui sont propres, est quand même soumis, aussi au décret tertiaire et doit participer à l'atteinte des résultats à l'échelle du bâtiment, et à l'atteinte notamment des 40 d'économie d'énergie en 2030. Le décret est assez flou sur la partie juridique à ce propos. À plusieurs reprises, il évoque le fait qu'effectivement les preneurs à bail autant que les propriétaires bailleurs sont soumis à obligations, mais on n'a pas énormément d'informations sur, la vraie responsabilité de chacun et sur qu'est-ce qui se passe quand, les objectifs ne sont pas atteints, en 2030. Alors, je vais vous présenter maintenant les objectifs et ce fameux calcul en absolu et calcul relatif. Donc là, vous avez une illustration, bah, des 2 façons de remplir les objectifs. Donc le cas numéro 1, c'est, un bâtiment donc, qui suivrait la trajectoire, relative. Donc, ce bâtiment-là, eh bien, devra en 2030 justifier de 40 d'économie d'énergie par rapport à une année qu'on appelle une année de référence, on va y revenir. Il devra justifier en 2040 de 50 d'économie d'énergie et en 2050 de 60 d'économie d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le calcul en relatif. Le cas numéro 2, c'est un bâtiment qui, lui, choisirait plutôt, la valeur absolue. Donc vous avez une valeur seuil qui est définie, en fonction de l'usage du bâtiment et en fonction de la zone climatique considérée et donc ce bâtiment, s'il arrive à diminuer ses consommations et descendre en dessous, de ce seuil, eh bien, il respecte le décret tertiaire même s'il n'a pas atteint, les 40 d'économie d'énergie en 2030. L'idée, c'est que plus votre bâtiment va être, ancien et ou, peu performant et donc fortement consommateur d'énergie et plus l'objectif en relatif, va être facile à atteindre et inversement, plus vous allez partir d'un bâtiment, performant, récent et a fortiori si c'est un bâtiment neuf et plus, le seuil en valeur absolue sera, facile à atteindre puisque évidemment si vous avez un bâtiment qui, a suivi les dernières réglementations, que ce soit la RT 2012 et bientôt la RE 2020, faire 40 d'économie d'énergie par rapport à l'état existant en 2030, c'est évidemment quelque chose d'assez complexe. Le calcul en absolu sera pour le coup beaucoup plus favorable. Donc ce calcul en absolu, comme je vous disais, l'idée c'est de faire descendre les consommations du bâtiment en dessous d'un certain seuil qui dépend de la zone climatique et aussi de l'usage du bâtiment et comme je vous disais, ça c'est publié, au fur et à mesure avec des arrêtés qu'on appelle des arrêtés valeur absolue et il manque encore quelques bâtiments et quelques catégories de bâtiments, à traiter, dans ce cadre, dans le cadre de ces textes réglementaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des valeurs pour les bâtiments qui sont, à usage de bureaux, d'enseignement, de logistique, donc les bâtiments de stockage et les bâtiments liés, à la petite enfance. Ce que vous avez ici en gris, ce sont les valeurs liées à l'arrêté valeur absolue 1 et en fait, l'arrêté valeur absolue 2 qu'on imaginait, être un arrêté qui couvre, les autres usages tertiaires, en fait, ça a été plutôt un arrêté qui a, précisé un peu plus les sous-catégories, de bureaux notamment et d'enseignement, et il est venu en fait ajouter des sous-catégories, d'usage et on n'a par contre, rien eu sur, le commerce, sur l'hôtellerie, enfin sur les autres grands usages, tertiaires.
Donc vous voyez que par exemple pour le bureau, eh bien aujourd'hui vous avez on adapte bien le seuil en valeur absolue à l'usage de bureau et on fait la distinction entre un bureau standard, un bureau en open space, un bureau avec une forte intensité d'usage, typiquement une salle de marché pour des sociétés de finances notamment. Et pareil, on vient aussi préciser les types de locaux au sein d'un bâtiment de bureau, typiquement les zones d'accueil de public ou les grandes salles de réunion, les amphithéâtres, eh bien, n'ont pas les mêmes valeurs seuil que des espaces de bureaux standards. Donc on a des sous-catégories qui ont été proposées sur ces usages qui sont traités à l'heure actuelle, mais il manque encore pas mal d'usages à traiter avec ces valeurs absolues. Et par contre, plus de la moitié des surfaces, a priori, sont traitées quand même avec l'usage enseignement, bureau, logistique et petite enfance. On vous intégrez un diagramme ici qui est issu de l'ADEME, qui précise un peu le poids énergétique de chaque grande catégorie d'usage, au sein du parc tertiaire. Donc là, en fait, vous avez un croisement entre les surfaces considérées que vous avez, sur l'axe horizontal, donc en abscisse, et vous avez aussi les consommations d'énergie en kilowattheure par mètre carré par an moyenne en ordonnée. Donc le croisement des 2 vous donne un peu l'impact énergétique de chaque catégorie d'usage au sein de l'usage tertiaire, hein, qu'on a sur le parc de bâtiments en France. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, bureaux et enseignement sont une bonne partie, hein, de l'énergie consommée. Donc, eux font l'objet de textes réglementaires complets. Mais par exemple, les commerces, hein, qui pèsent quand même pour 25% du poids énergétique de la catégorie bâtiment tertiaire, eh bien, n'ont toujours pas de valeur seuil fixée à l'heure actuelle. Alors comment est déterminé ce seuil en valeur absolue? C'est un seuil donc de consommation en dessous duquel le bâtiment devra être en 2030 sur l'ensemble de ses usages. Et pour calculer ces seuils en valeur absolue, eh bien, les pouvoirs publics ont défini deux composantes qu'on appelle CVC et Use. La composante CVC, ça va être tout ce qui est relatif au chauffage, à la climatisation et à la ventilation. Donc ça va dépendre beaucoup du climat, donc de la zone climatique dans laquelle le bâtiment se situe et de la performance thermique, de l'enveloppe du bâtiment. Et la partie use, celle-ci, c'est l'ensemble des autres consommations, donc l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et tout ce qu'on appelle, les usages immobiliers, donc notamment les ascenseurs et les usages spécifiques également tels que le parc de bureautique d'un bâtiment de bureau. Et bien tout cela, rentre dans la partie use et dépend beaucoup plus de, l'usage et de l'intensité d'usage du bâtiment, que du climat ou que de son aspect, technique, architectural et de son enveloppe. Donc les arrêtés valeurs absolues, ils ont cette forme. Alors on va pas, c'est pas nécessaire de connaître ces valeurs évidemment et ni de connaître la formule de calcul. Simplement l'idée c'est de vous montrer comment a été, pensé, ce calcul de valeur seuil. Donc vous retrouvez les 2 composantes, donc CVC et Use à gauche. Vous voyez que la composante CVC, elle dépend donc de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Donc chaque département en France est relié à ce qu'on appelle une zone climatique entre H1A et H3. Et vous avez également aussi l'altitude du bâtiment qui est prise en compte. Donc vous avez vraiment la rigueur climatique, qui environne le bâtiment qui est prise en compte et des valeurs seuil sont proposées, avec une valeur plus ou moins élevée suivant la rigueur climatique. Donc typiquement, si vous êtes en zone H1C, à une altitude pardon, de plus de 1600 mètres, donc vous êtes sur un climat très rigoureux, on vous laisse la possibilité d'aller jusqu'à 133 kWh par mètre carré par an sur cette partie chauffage, ventilation, climatisation. Inversement, si vous êtes en zone H3, donc c'est tout l'arc méditerranéen, si vous êtes à moins de 400 mètres d'altitude, donc typiquement une commune comme Marseille, eh bien, là, pour le coup, le seuil est beaucoup plus faible puisque le climat est beaucoup moins rigoureux. Donc vous êtes à 40 sur la partie CVC. Donc la partie CVC, c'est vraiment un croisement, zone climatique et altitude du bâtiment. La partie use, elle est un petit peu plus complexe, et donc là, j'ai pris l'exemple d'un bâtiment de bureau. Donc le tableau là rappelle la partie, enfin le calcul de l'usage, d'un bâtiment de bureau. Pour la partie use, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage qui traduisent, eh bien, l'utilisation qui est faite du bâtiment. Donc par exemple, pour les bureaux, ces indicateurs, d'intensité d'usage sont, ce qu'on appelle la densité temporelle, donc c'est-à-dire le nombre d'heures ouvrées par an, donc pour lequel le bâtiment, accueille des personnes. Vous avez également la surface par poste de travail, donc le nombre de postes ramenés, au mètre carré, et enfin vous avez le taux d'occupation du bâtiment, qui va rentrer en compte et qui va être, plus ou moins, enfin qui va, faire varier cette valeur use, plus ou moins fort.
L'idée, c'est que vous avez une valeur use étalon qui est fixée à 50 kWh par mètre carré par an. Et cette valeur use à 50 kWh par mètre carré par an, elle a été prise en compte en prenant les hypothèses que vous avez en bas à droite, c'est-à-dire 3120 heures ouvrées par an, 18 mètres carrés de surface de plancher par poste de travail et 70% de taux d'occupation. L'idée, c'est que quand vous allez renseigner les valeurs sur Opera ou si, enfin, quand vous allez faire votre déclaration Opera, si l'utilisation qui est faite du bâtiment est très différente de ces valeurs, donc 3120, 18 et 70, eh bien, vous avez la possibilité de rentrer vos propres valeurs, donc vos propres valeurs de nombre d'heures ouvrées par an, de mètres carrés par poste de travail ou encore de taux d'occupation. Et en fonction de ce que vous renseignerez, eh bien, la valeur use va être modulée, donc ça sera peut-être pas 50, mais ce sera 55, 60 ou à l'inverse 45 ou 40 et ça correspondra vraiment à l'usage qui est fait de votre bâtiment. Et la valeur C absolue, eh bien, c'est en fait, c'est la somme des 2, c'est la partie CVC et la partie use. Donc si vous avez, si vous laissez ces données, donc d'indicateurs, d'intensité d'usage par défaut, donc vous avez une valeur use à 50 kWh par mètre carré par an. Et si vous êtes par exemple en zone H1A inférieure à 400 mètres, eh bien, vous avez une valeur, C absolue, fixée à 107 kWh pour 50 plus 57. Donc en 2030, vous devrez être en dessous de 107 kWh par mètre carré par an si vous voulez justifier du respect du décret par le calcul en absolu. Donc désolé, c'est un petit peu complexe, mais l'idée, c'est de vous présenter un peu comment est calculé ce C absolu. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme Opera fait toute seule le calcul, du C absolu. Donc sur Opera, vous renseignerez simplement, on va le voir tout à l'heure, hein, la zone, enfin le département et l'adresse du bâtiment. Donc la plateforme saura évidemment dans quelle zone vous vous situez, et vous renseignerez simplement quelques indicateurs d'intensité d'usage, donc typiquement le nombre d'heures ouvrées, la surface par poste ou enfin le taux d'occupation et cette valeur CAP sera calculée automatiquement par la plateforme. Donc voilà pour le calcul en absolu. Pour le calcul en relatif, c'est peut-être un petit peu plus, intuitif, un petit peu plus simple à comprendre. L'idée, c'est que vous devez justifier donc de 40 d'économie d'énergie, en 2030 et ces 40 ils sont calculés par rapport à une valeur, enfin par rapport à une année de référence, donc une consommation de base. Et cette année de référence, eh bien, le décret prévoit une latitude, pour les maîtres d'ouvrage pour choisir 12 mois de consommation consécutifs sur une année pleine d'exploitation du bâtiment, donc représentative d'un usage, à temps plein, on va dire, du bâtiment et vous avez le choix, donc de choisir 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019. Donc désolé, c'est postérieur à 2010, mais c'est aussi, antérieur à 2020. Donc vous avez en fait entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 pour choisir 12 mois de consommation et dire: «Eh bien, c'est ça mon année de référence à partir de laquelle je vais calculer, pardon, mes économies d'énergie en 2030». Donc quelques commentaires évidemment, heu, enfin, si par exemple vous avez fait des travaux d'économie d'énergie sur votre bâtiment entre 2010 et 2019, vous avez tout intérêt à choisir une année qui est antérieure à ces travaux puisque ça vous permettra d'intégrer les gains, permis par ces travaux d'amélioration énergétique dans les 40 d'économie d'énergie. Inversement, si vous choisissez une année, postérieure à ces travaux, bah, vous valoriserez pas, les travaux d'économie d'énergie qui ont été menés. Bien entendu, ce calcul en relatif, il est, calculé à climat constant, c'est-à-dire que, si en 2030, eh bien, le climat est plus doux ou à l'inverse plus rigoureux que, celui de l'année de référence que vous avez choisie, eh bien, c'est pas ça qui va vous favoriser ou vous défavoriser dans l'atteinte des 40 d'économie d'énergie. Donc typiquement, si, le climat est plus doux en 2030, forcément les consommations, vont être un petit peu moins élevées, en tout cas sur certains bâtiments et dans certaines zones climatiques. La plateforme Opera fera, un lissage à climat constant de vos consommations et donc ça sera vraiment, simplement l'amélioration, de l'usage du bâtiment ou son amélioration thermique qui pourront permettre, et bien d'atteindre les 40 d'économie d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on accompagne des maîtres d'ouvrage sur le décret tertiaire, c'est qu'on les aide à recenser déjà toute leur consommation entre 2010 et 2019 et on les aide aussi à, les croiser, par rapport à ce qu'on appelle les DJU, c'est-à-dire c'est le DJU, c'est, donc l'indicateur qui permet de traduire la rigueur climatique. Donc plus les DJU sont élevés et plus le climat, est assez rude. Et ce qu'on voit ici, c'est que, et puis on a fait un exemple là sur une école, dans le sud-ouest de la France. On voit que l'année 2010
2018, consommation ramenée au DJU, est l'année la plus consommatrice d'énergie. Et donc c'est cette année qu'on a proposé au maître d'ouvrage comme année de référence pour que l'atteinte des 40% soit la plus favorable possible. Donc voilà comment fonctionne le calcul en relatif, une année de référence qu'il faut optimiser bien entendu, et en 2030, eh bien, il faudra justifier d'avoir 40% de consommation en moins par rapport à cette année de référence, lissée à climat constant, et ça se fait automatiquement sur la plateforme Opera. Quelques éléments, complémentaires donc sur ces objectifs de réduction des consommations. Donc il n'y a pas d'objectif, en tant que tel à l'échelle d'un patrimoine. On est vraiment sur, l'entité fonctionnelle assujettie, donc on est vraiment sur sur l'entité, concernée, donc le bâtiment, la partie de bâtiment ou le site, considéré. On n'est pas à l'échelle d'un patrimoine. Par contre, le décret permet, ou en tout cas, laisse la possibilité de compenser les moins bons bâtiments d'un parc, d'un maître d'ouvrage, par les meilleurs, bâtiments. Autrement dit, un maître d'ouvrage qui a un parc de bâtiments et donc plusieurs bâtiments soumis à obligation, si vous allez au-delà des 40% d'économie d'énergie en 2030 sur certains bâtiments, eh bien vous pourrez réaffecter, les dépassements d'objectifs, sur les bâtiments les moins bons, et donc vous pourrez, comme ça, eh bien, faire un jeu de vase communicant pour, justifier d'un respect, en moyenne du décret tertiaire, en 2030. Et ça, normalement, la plateforme Opera, proposera automatiquement une réaffectation, eh bien, des kilowattheures, économisés en trop, on va dire, sur les bâtiments les plus performants vers les bâtiments les moins performants, heu, évidemment, au sein d'un parc, d'un même maître d'ouvrage, notamment avec un même numéro SIREN, une même entité juridique. Le décret tertiaire permet aussi, de moduler les objectifs, c'est-à-dire que, certains bâtiments auront forcément des contraintes techniques, patrimoniales, architecturales, fortes, plus fortes que d'autres bâtiments, et donc il sera évidemment beaucoup plus complexe d'atteindre les, obligations du décret tertiaire, sur ces bâtiments. Pareil, si, les travaux d'économie d'énergie pour atteindre les 40%, de réduction de consommation, entraînent des investissements beaucoup trop conséquents et un temps de retour sur investissement, disproportionné, eh bien, vous pouvez justifier également, de moduler les objectifs, à 2030, 2040 et 2050. Donc disproportion économique et temps de retour déraisonnable, ça a été fixé à 6 ans pour les travaux qui consistent à mettre en place des systèmes de contrôle et de gestion active des bâtiments, donc par exemple les GTC, les GTB. Ça a été fixé à 15 ans pour les travaux, liés aux équipements énergétiques, et 30 ans pour les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui va être isolation, remplacement de menuiserie extérieure, et tout ce qui concerne donc l'enveloppe du bâtiment. Si vous voulez, justifier de contraintes, qu'elles soient techniques ou patrimoniales, il faut, néanmoins quand même passer soit par un architecte, soit par un bureau d'études, et réaliser une étude énergétique, qui permette de recaler les objectifs du décret tertiaire, et qui permette de proposer une modulation de ces objectifs et de fixer un objectif adapté au bâtiment qui sera inférieur à 40% ou inférieur ou supérieur plutôt à la valeur seuil définie, par arrêté. Donc voilà pour les objectifs à remplir en 2030. Quelques éléments assez théoriques sur la plateforme Opera, puisqu'on va y revenir dans une seconde partie. Donc quels sont déjà quel est le rôle de la plateforme Opera? Alors je pense que tout le monde a entendu parler de cette plateforme, mais l'idée c'est que, la plateforme Opera rassemble et centralise toutes les données liées au décret tertiaire. C'est une plateforme qui est liée à l'ADEME, pardon, et cette plateforme liée à l'ADEME, elle va centraliser toutes les données liées au décret tertiaire, et notamment les données de consommation énergétique, des bâtiments assujettis. Donc chaque bâtiment, en France qui est assujetti au décret tertiaire, eh bien, renseignera ses consommations sur cette plateforme Opera tous les ans. Donc à partir de cette année et tous les ans jusqu'en 2030, 2040 et ensuite jusqu'en 2050. On l'a vu, cette plateforme Opera, en plus de centraliser les données et en plus d'être un observatoire, du tertiaire et des économies d'énergie, donc à destination des pouvoirs publics, cette plateforme, elle permet d'ajuster automatiquement, les consommations renseignées par les maîtres d'ouvrage, de la rigueur climatique et de l'intensité d'usage également.
Donc ça, c'est pareil, l'intensité d'usage, si vous avez une modification, de l'utilisation du bâtiment entre l'année de référence et 2030, eh bien, c'est pas ça qui pénalisera, l'atteinte des objectifs. Donc par exemple, si, vous avez, plus de personnes, plus de postes de travail, pour une même surface entre l'année de référence et 2030 et si ça induit des consommations d'énergie en plus, eh bien, la plateforme ajustera automatiquement le seuil en valeur absolue ou, vos consommations et vous serez, évidemment à rigueur climatique constante ou intensité d'usage constante, pour vérifier l'atteinte des 40 d'économie d'énergie. La plateforme ensuite vous délivrera tous les ans, une attestation annuelle de suivi des objectifs, donc ça a pas vraiment de valeur juridique en tant que telle, mais c'est simplement, donner au maître d'ouvrage une information sur, la trajectoire qu'ils ont sur leur bâtiment, horizon, 2030 et ça leur permet de voir où ils en sont, par rapport aux 40 de gains, demandés, à l'année considérée. Et enfin, on l'a vu, bah, la plateforme Opera, réaffecte automatiquement les dépassements d'objectifs, à l'échelle d'un patrimoine ou à l'échelle d'un même numéro sirène, pour un même maître d'ouvrage. En termes de temporalité, les premières échéances de remontée d'informations sur la plateforme Opera, elles ont pas mal varié, dans le temps. Donc initialement, c'était, le 30 septembre 2021. Ça a été décalé d'un an, au 30 septembre 2022, officiellement à cause du covid, et aussi parce que la plateforme Opera était pas encore totalement prête et totalement opérationnelle. Là, ça a été encore décalé, de quelques mois. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc la deadline pour renseigner la plateforme Opera sur les bâtiments, soumis à obligation, c'est le 31 décembre 2022. Et donc au 31 décembre 2022, vous devrez avoir renseigné les consommations de 2020 et de 2021 sur les bâtiments, concernés, en plus évidemment de quelques données, administratives, hein, des numéros sirènes, les adresses des bâtiments, enfin il y a quelques données, à renseigner pour, caractériser le bâtiment. Mais en termes de consommation, avant le 31 décembre 2022, ce sont les consommations de 2020 et de 2021 qui sont demandées. Et pour cette première échéance, vous devez aussi renseigner, l'année de référence et donc pour cette année de référence, eh bien, les pouvoirs publics ont laissé un petit peu plus de temps et vous avez jusqu'à 2023, donc courant 2023 pour fixer cette année de référence et la renseigner sur la plateforme. L'idée, c'est que 2020-2021, donc c'est des remontées de consommation, c'est plus pour initier la démarche et commencer à habituer les maîtres d'ouvrage à renseigner tous les ans leur consommation sur leurs bâtiments, soumis à obligation. Mais c'est pas ça n'aura pas d'impact en tant que tel sur l'atteinte des objectifs en 2030 puisque 2020-2021 ne sont pas des années de référence. Par contre, l'année de référence, c'est vraiment l'année à partir de laquelle on va vérifier les 40 d'économie d'énergie. Donc comme c'est une année qui est très importante et qui va fixer vraiment, enfin qui va vraiment déterminer la possibilité d'atteindre les objectifs en 2030, 2040 et 2050 sur les bâtiments considérés, eh bien, les pouvoirs publics ont laissé un peu plus de temps, notamment l'année 2023 pour fiabiliser, la remontée d'informations et pour fiabiliser, le choix de cette année de référence. Donc la première échéance, voilà, c'est 31 décembre 2022 et courant 2023 pour l'année de référence et ensuite, chaque année avant le 30 septembre, les maîtres d'ouvrage devront renseigner les consommations de l'année passée sur la plateforme Opera et en 2030, eh bien, les consommations renseignées devront être soit 40 inférieures à celles de l'année de référence, soit inférieures au seuil en valeur absolue. Et ensuite, chaque année, eh bien, ça va être exactement la même chose. Donc, on renseigne entre 2030 et 2040 avant le 30 septembre de chaque année et pareil, entre 2040 et 2050 avec de nouveaux seuils, donc 50 et 60 de 2040 et 2050. Petite précision, oui, que j'ai oublié de mentionner, les seuils en valeur absolue aujourd'hui sont valables pour 2030, c'est-à-dire que c'est des seuils qui ont été fixés pour 2030. Ils seront revus et certainement revus à la baisse pour 2040 et 2050. Donc aujourd'hui, on a la vision, 40 et seuil en valeur absolue, on a les 2 valeurs juste pour 2030. Il faudra attendre évidemment d'autres arrêtés valeur absolue, après 2030 pour fixer les seuils 2040 et 2050. On l'a dit donc sur les données de consommation à renseigner, on est sur des consommations réelles, donc là, il faut renseigner des factures, énergétiques. Vous les renseignez par type d'énergie, donc ça, on le verra tout à l'heure sur l'interface, Opera, et on renseigne l'unité qui est liée à l'achat d'énergie, donc on renseigne vraiment l'unité qui est liée que vous avez sur les factures, d'énergie et la plateforme ensuite, convertit automatiquement si besoin
toutes les énergies en énergie finale. Donc vous rentrez, bien entendu, soit des tonnes de vapeur si c'est un réseau de chaleur, soit des kilowattheures PCS quand on est sur du gaz. Enfin, vous avez différentes unités, liées aux factures énergétiques et la plateforme, elle, s'occupe de tout transformer en énergie finale et donc, avoir une seule et même unité, pour vérifier, ses consommations. Vous pouvez donc soit renseigner directement les données sur la plateforme Opera, soit passer par des fichiers, Excel ou des fichiers au format CSV qui permettent de faire, notamment des saisies sur un grand nombre de bâtiments et qui seront directement, intégrables sur la plateforme pour, faire des saisies en masse, sur pas mal de bâtiments. Heu et enfin, oui, on l'a dit, donc la plateforme génère automatiquement, ajuste automatiquement vos consommations, du volume d'activité et des évolutions climatiques et vous aurez ensuite une information évidemment sur les émissions de GES, même si vous n'avez pas de seuil à respecter sur cet indicateur-là. 2 éléments, sur les bornes de recharge et sur les ENR, notamment le photovoltaïque. Si vous avez des bornes de recharge sur votre bâtiment, vous pourrez, déduire les consommations liées à la recharge de véhicules électriques seulement si vous avez un sous-comptage dédié et seulement si vous avez, voilà, un comptage dédié aux bornes IRVE, qui permet de justifier de l'étendue des consommations liées à ce poste de consommation. S'il n'y a pas de sous-comptage, impossible de déduire, ces consommations d'énergie, des consommations du bâtiment. Et pour le photovoltaïque et bien là, donc là c'est assez intuitif, mais les énergies, produites et autoconsommées sur site évidemment ne sont pas comptabilisées, dans les consommations d'énergie. Et enfin sur l'énergie, donc un dernier, commentaire, les contrats d'énergie, d'origine renouvelable, donc tout ce qui est garantie d'origine, ne sont pas pris en considération, dans le décret tertiaire. Donc on ne fera pas du tout la distinction, suivant le fournisseur d'énergie et suivant le type de garantie d'origine que vous pourriez avoir sur l'électricité ou sur du biogaz par exemple. Le décret tertiaire vraiment regarde juste les consommations d'énergie sans regarder, la provenance. Dernière partie avant qu'on passe aux questions et ensuite à la partie un peu plus opérationnelle sur la déclaration Opera. Comment répondre aux obligations du décret tertiaire? Donc là, je vous présente un peu ce qu'on fait nous, en tant que bureau d'études et comment on peut accompagner, des maîtres d'ouvrage dans la réponse aux obligations et je vous présente, les missions, et en particulier les audits énergétiques qu'on est amené à faire aujourd'hui, pour les maîtres d'ouvrage qui sont soumis à obligation. Donc déjà, 1er point sur la réponse aux obligations, quelles sont les sanctions en cas de non-respect? Donc aujourd'hui, vous avez 2 types de sanctions, si vous ne respectez pas les objectifs en 2030. Vous avez une sanction financière, donc une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales qui ne respecteraient pas les objectifs, du décret en 2030 et vous avez aussi, le name and shame, c'est-à-dire que seront rendus publics, alors a priori à travers la plateforme Opera, mais ça n'a pas encore été très précisé, mais en tout cas, l'objectif est de rendre public les noms des maîtres d'ouvrage qui ne respecteraient pas, les objectifs, du décret tertiaire en 2030. Alors pour répondre aux obligations, donc nous on accompagne pas mal de maîtres d'ouvrage, que ce soit, je vous l'ai dit, dans des schémas directeurs immobilier énergie ou dans le cadre d'audits énergétiques et la conformité, vis-à-vis du décret tertiaire fait partie de la mission et donc notre rôle c'est, notamment de récupérer les consommations d'énergie, des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément toujours un suivi très précis de leur consommation, dans le temps. Et donc ça, c'est un des éléments qu'on fait pour eux et qu'on les aide à faire, c'est récupérer leur consommation, notamment pour fixer, de façon optimisée l'année de référence entre 2010 et 2019. Donc pour ça, les distributeurs, donc Enedis et GRDF ont mis en place des adresses mail génériques liées au décret tertiaire, qui ont été mis en place spécifiquement pour le décret tertiaire et à travers ces adresses mail, vous pouvez envoyer la liste des, points de livraison d'énergie, que ce soit en électricité ou en gaz et les distributeurs vous renvoient les consommations annuelles entre 2010 et 2019, qu'ils ont, recensées sur le réseau, sur ces points-là. Donc ça, c'est pas très détaillé, c'est la consommation annuelle, hein. Il y a évidemment pas de sous-comptage, mais en tout cas, ça permet, si on n'a pas d'autres informations, d'avoir au moins une donnée, fiable de consommation d'énergie à l'échelle d'un bâtiment
ou d'un site qui permettent d'optimiser l'année de référence. Donc ça, c'est des choses que le maître d'ouvrage peut faire directement, mais bien souvent, il nous missionne à travers un mandat et donc nous, en tant que bureau d'études, on vient récupérer les consommations auprès des distributeurs pour choisir l'année de référence. Et on accompagne aussi surtout ces maîtres d'ouvrage dans le cadre d'audits énergétiques. Donc beaucoup de maîtres d'ouvrage font appel à nous, pour auditer leur bâtiment et initier, bah, la démarche de rénovation énergétique de ces bâtiments parce que, en 2030, l'atteinte des 40 d'économie d'énergie, elle peut être en partie réalisée en utilisant mieux le bâtiment, en optimisant les températures de consigne ou en régulant mieux les systèmes énergétiques, mais elle fait quand même appel à des travaux un petit peu plus conséquents et donc pour quasiment diviser par 2 les consommations, il faut forcément, un programme de travaux un petit peu complet et c'est en ça qu'on aide, ces maîtres d'ouvrage, et on les aide dès l'amont avec l'audit énergétique. Heu, Évidemment, le principe de l'audit énergétique, hein, c'est de dresser un état actuel du bâtiment au niveau de ses consommations d'énergie, et c'est également de proposer des améliorations énergétiques et des scénarios de travaux, construits dans le temps, et optimisés qui permettent d'atteindre notamment les objectifs, 40 50 et 60. Et quand on fait ces audits énergétiques, nous, ce qu'on propose systématiquement, c'est ce qu'on appelle la SED. Donc ça, c'est la simulation énergétique dynamique. C'est vraiment un moteur de calcul, enfin, c'est ce qu'on a de mieux en termes de calcul, de consommation d'énergie, en termes de moteur de calcul pour modéliser un bâtiment et c'est ce qui permet de se caler au plus près, des consommations réelles et du coup, d'être au plus près des factures d'énergie, des maîtres d'ouvrage. Donc là, on vous a donné on a mis en avant un exemple de bâtiment, enfin de site plutôt qu'on accompagne dans le cadre du décret tertiaire. C'est un lycée à Cholet, qui est soumis à obligation, hein, parce que c'est un lycée qui fait quasiment, 20 000 m², hein, sur une même parcelle. Donc plusieurs bâtiments différents évidemment, avec un gymnase que vous voyez en bas là, qui est en plus de l'autre côté d'une voirie. Donc là, on est typiquement dans le cas du site, soumis au décret tertiaire, et la modélisation en simulation énergétique dynamique nous permet donc de modéliser finement le bâtiment. Donc vous voyez, on modélise en 3D le bâtiment, on modélise finement, les matériaux, l'enveloppe du bâtiment, les, parois vitrées, les systèmes énergétiques évidemment, et le calcul dynamique nous permet en fait de calculer tous les paramètres de consommation au pas de temps horaire, c'est-à-dire heure par heure sur une année. Donc on est sur un calcul vraiment très précis qui nous permet de caler notre modèle au plus près des consommations d'énergie, du bâtiment et donc d'évaluer au mieux, l'impact de chaque amélioration, énergétique, en termes de consommation. Et pourquoi on pousse aussi ce type de calcul, quand on démarre un projet, d'accompagnement, dans le cadre du décret tertiaire, c'est que ça permet aussi, quand on fait de la SED, d'évaluer le confort thermique des occupants. Donc on a une grande finesse dans le calcul des consommations d'énergie, mais aussi dans l'évaluation, pardon, du confort thermique des occupants, et notamment du confort d'été. Heu et c'est très important, par exemple, quand on est en bâtiment d'enseignement ou même en bâtiment de bureau, hein, l'idée c'est de à la fois proposer des améliorations énergétiques, mais garantir un bon confort des occupants et surtout éviter autant que faire se peut, d'augmenter les consommations de climatisation et donc d'aller, complètement à l'encontre du décret tertiaire, sur l'aspect, économie d'énergie. Donc là, vous voyez, c'est un exemple d'école donc à côté de Bordeaux, où on a testé sur des salles, particulièrement exposées au soleil et bien, l'impact de chaque scénario de travaux sur le confort, thermique. Donc là, les pourcentages que vous avez, bah, c'est le nombre d'heures, jugées, confortables sur une année, et donc on vérifie qu'on est bien au-delà de 95 d'heures de confort sur une année, et on fait ça avec un climat qu'on appelle moyen, donc c'est un climat, représentatif, bah, des dernières années qu'on a vécues et on force aussi, la rigueur climatique pour, proposer enfin pour faire tourner le modèle avec un climat 2040 où vous avez, des épisodes caniculaires beaucoup plus importants et on vérifie que même avec un climat 2040 et bien les travaux proposés permettent de garantir un niveau de confort suffisant, pour les occupants. Donc voilà, aujourd'hui, c'est en tout cas les demandes qu'on a, de pas mal de maîtres d'ouvrage, c'est, initier la démarche avec un programme de travaux optimisé, une feuille de route de travaux optimisée à horizon 2030 et ça passe, par un audit énergétique et une méthode de calcul qui permet d'être très complet, très précis et de prendre en compte à la fois les consommations d'énergie et le confort thermique des occupants. Et j'en ai fini avec cette première partie, sur le décret tertiaire et donc avant d'aborder la partie, liée spécifiquement à la plateforme Opera, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
Et je peux départager l'écran du coup. Alors, on a une question dans la partie chat, hein, dans la partie conversation. Sur la même unité foncière, il y a 800 mètres carrés de production industrielle ou stockage et 400 mètres carrés de bureaux. Est-ce que cette entité est soumise au décret tertiaire? Alors non, faut vraiment que le cumul des surfaces concerne des bâtiments tertiaires. Et vous auriez une soumission au décret tertiaire si la partie bureau, était supérieure à 1 000 m² évidemment, mais là on raisonnerait à l'échelle de la partie de bâtiment. Donc pour qu'on soit à l'échelle du site, il faut vraiment que la surface cumulée supérieure à 1 000 m² concerne des bâtiments tertiaires sur une même unité foncière. Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a Oui. une concernant un Un bâtiment bâtiment qui serait... Ouais, tout à Ouais, fait. mais j'ai pas compris du coup la question sur le bâtiment livré en 2022. Si la question c'est est-ce qu'il est assujetti, c'est le cas, effectivement. Sachant que, comme je vous disais, les seuils en valeur absolue ont notamment été, intégrés pour que les bâtiments, récents et assez performants puissent respecter le décret tertiaire. Donc, normalement un bâtiment, sorti de terre en 2022, mais même un bâtiment sorti de terre en 2012, s'il respecte la RT 2012 ou la RE 2020, il est censé passer assez facilement, le seuil, de valeur absolue. La seule différence, c'est que quand on calcule des consommations maximum en RT 2012 ou en RE 2020, on est sur des logiciels réglementaires qui modélisent le bâtiment, mais en prenant certaines hypothèses, notamment des hypothèses de température intérieure de consigne. Là, la différence, c'est qu'il faut justifier d'un seuil de consommation, mais sur des factures réelles. Donc, si on a un bâtiment qui est performant, qui respecte les RT 2012 ou les RE 2020, mais qui est utilisé de façon déraisonnable avec des températures de consigne très élevées, ou des températures de refroidissement, très faibles en été, il se peut que, du coup, ça génère des surconsommations et il se peut qu'à ce moment-là, le seuil soit pas si simple que ça à atteindre. Nous, c'est ce qu'on a eu sur quelques cas de bâtiments de bureaux où le 1er scénario de travaux qu'on a proposé, hein, c'était pas vraiment des travaux, c'était plutôt, retrouver un usage, on va dire, adapté du bâtiment, en réglant mieux les températures de consigne, les réduits en inoccupation, la régulation des systèmes. On vient vraiment, agir sur la partie use du bâtiment qui est évidemment très, très importante, au même titre que les travaux sur la partie CVC. Il y a une autre question, Arnaud. Nous allons auditer un bâtiment de 5 500 mètres carrés et nous souhaiterions connaître le cadre de notation d'un bâtiment tertiaire à usage 24/24, 7 jours sur 7. C'est un centre d'appel, en fait. A-t-il le même cadre de notation qu'un bâtiment fonctionnant de 8 heures sur 24 et 5 jours sur 7? Alors pour moi non, et alors c'est vrai que j'avais pris, tout à l'heure l'exemple des salles de marché à haute intensité, mais il y a aussi les centrales d'appel. Qui ont été pris en compte. Alors j'ai pas en tête le tableau spécifiquement sur ces centrales d'appel, mais en tout cas, ça a été défini comme des bâtiments spécifiques, enfin des usages spécifiques, des sous-catégories spécifiques de bâtiments à haute intensité d'usage et notamment l'amplitude horaire a été, j'imagine, prise en compte. Ça faudrait regarder, enfin je pourrais vous donner facilement la réponse, mais il faudrait regarder dans le tableau spécifique à cette sous-catégorie, quels sont les indicateurs d'intensité d'usage qui ont été pris en compte, mais j'imagine que l'amplitude horaire est, prise en compte. Dans tous les cas, quel que soit le bâtiment et notamment quand on est en bureau, vous avez un indicateur donc d'amplitude horaire sur l'année. Donc là, on a vu c'était, 3 120 heures, ouvrées par an qui étaient pris en référence. Mais si vous renseignez une valeur plus importante, forcément votre seuil va augmenter et vous serez pas pénalisé par ce seuil, à 50 kWh sur la partie use. Donc normalement tout ça est pris en compte. Mais par contre, il faut bien renseigner évidemment la sous-catégorie, quand vous ferez le renseignement sur Opera, il faudra bien indiquer que c'est une centrale d'appel et que c'est pas un bureau, standard. Et ensuite, il faudra jouer, si besoin, sur les indicateurs d'intensité d'usage, au moment de la déclaration. Merci Arnaud. Il y a une autre question là que se passe-t-il quand un locataire refuse de transmettre ses données de conso et refuse de les déclarer sur la plateforme Opera? Quelles sont les C'est une solutions possibles pour le propriétaire? Alors c'est une bonne question, c'est ce que je disais en fait le décret, mentionne
à chaque fois le fait que c'est un binôme, locataire et propriétaire qui doit assurer le respect des objectifs, mais juridiquement parlant, c'est pas, extrêmement clair sur, comment se retourner vers un locataire ou vers un propriétaire qui ne respecterait pas ses engagements. Je sais que dans les ressources de la plateforme Opera, il y a une présentation spécifiquement dédiée, à cette thématique-là, et notamment il y a des exemples d'annexes qu'on peut mettre dans les baux, commerciaux, qui prennent en compte justement ces obligations, de respect du décret tertiaire. Mais aujourd'hui, voilà, je sais pas trop juridiquement parlant, quelles sont les ressources que vous avez pour, vous retourner contre le locataire, à ce stade. Alors, une autre question. Je trouve difficile de moduler la composante use et notamment le taux d'occupation. En tant que propriétaire bailleur, nous n'avons pas d'informations à ce sujet et nous ne savons pas ce que représente réellement un taux d'occupation de 70%. Je suis entièrement d'accord, et je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs d'intensité d'usage qui seront, saisis par défaut, hein, sur Opera, donc on n'a pas toujours l'information. Heu, L'idée, c'est que quand on l'a, et surtout l'idée, c'est que quand cette intensité d'usage change entre l'année de référence et 2030, que le maître d'ouvrage puisse le prendre en compte et que ça ne le pénalise pas dans l'atteinte des objectifs. Après, voilà, c'est vrai que, alors normalement le nombre de postes, comparé à la surface, c'est une donnée que a priori vous devriez avoir, mais le taux d'occupation, effectivement, il est, notamment avec le télétravail, enfin, il peut être assez complexe à calculer, et c'est vrai que je pense qu'on beaucoup de maîtres d'ouvrage garderont le 70 de par défaut, hein, sur leur déclaration. Bien. Je vous propose de prendre une dernière question avant d'attaquer la partie utilisation d'Opéra. Nous avons un bâtiment de 2500 m² avec un restaurant sur environ 800 m², et au premier et deuxième étage, 1700 m² vacants. Est-on sujet au décret tertiaire? Alors, donc effectivement, si vous avez 1 700 m² vacants, donc la partie occupée fait moins de 1 000 m², c'est un sujet qui est bien détaillé dans la foire aux questions, de mémoire, mais il faudra vérifier vraiment ce que dit la foire aux questions. Quand vous avez des locaux vacants, alors, plusieurs solutions. Vous avez la possibilité, mais quand c'est une petite partie vacante, d'extrapoler vos consommations, des locaux occupés vers les locaux non occupés. Mais sur la soumission au décret tertiaire, pour moi, le bâtiment est quand même sujet au décret tertiaire, sauf si, vous n'avez aucune consommation d'énergie et aucun abonnement énergétique sur la partie vacante entre 2010 et 2019. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout de consommation d'énergie, vous n'avez pas d'année de référence, et les locaux seront soumis au décret tertiaire seulement quand ils seront, réaffectés. Mais effectivement, ça fait partie des cas un peu hybrides, mais en tout cas, la foire aux questions détaille très, très bien ce cas des locaux vacants ou des bâtiments désaffectés. Je pense que vous devriez trouver la réponse à vos questions, ou sinon on vous pourra vous répondre aussi par le biais du e-conseil évidemment, mais c'est très détaillé dans la FAQ d'Opéra. Très bien. Arnaud, je vous propose avec Pierre de continuer sur la partie opérationnelle. Très bien, du Bien, coup, je vas-y. laisse la main à Pierre pour la Ouais, présentation. ouais, ouais. Donc, vous confirmez que l'écran s'est bien affiché chez vous aussi, c'est Oui, juste la suite de la présentation. C'est parfait. très très bien. Du coup, j'espère que vous avez été bien attentif à la partie théorique parce qu'il y a pas mal de notions qui vont être réutilisées à travers toutes les étapes de la déclaration sur la plateforme Opera directement. Donc, le déroulé est relativement simple, hein. Je vais essayer de passer étape par étape de manière assez résumée le déroulé d'une déclaration sur Opera. Euh, Beaucoup d'informations complémentaires apparaissent sur la plateforme dans l'onglet ressources dont je parlerai à la fin. On vous a mis les sources, les liens vers les différents documents en dernière slide. Donc, je pense que vous aurez la présentation qui vous sera transmise, mais vous pourrez voir voilà, les différentes sources. Alors, première chose, déjà sur la déclaration sur Opera, si vous trouvez que ça prend énormément de temps, que vous ne pensez pas être capable de la faire à temps, il y a toujours la possibilité comme a dit Arnaud tout à l'heure, de déclarer un prestataire mandaté, donc quelqu'un qui va le faire pour vous. Ça a été le cas plusieurs fois de notre côté, donc on a fait des déclarations pour plusieurs maîtres, pour plusieurs maîtrises d'ouvrage, pardon.
Et donc, voilà, donc ça se passe dans l'onglet utilisateur de la plateforme Opera, à travers laquelle voilà, vous avez les différents comptes qui sont liés à la structure, donc à la fois le compte référent qui ici était tout simplement le propriétaire du bâtiment, et mon compte à moi qui était en tant que profil correspondant, donc c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité pardon, de renseigner les différentes informations euh, pour les premières déclarations du mois. Oui, pour commencer aussi, ici, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les différentes étapes. Alors, certains peut-être ont déjà mis bien les pieds sur la plateforme Opera et donc je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. À l'inverse, peut-être que d'autres ont encore jeté aucun œil pour l'instant. Donc, voilà, c'est des informations qui seront bonnes à prendre et après, là, n'hésitez pas à poser des questions à la fin si jamais vous voulez revenir sur un point en particulier. Première information qui est intéressante, c'est que déjà la déclaration sur Opera se découpe en deux parties. Tout d'abord, on déclare ce qu'on appelle une déclaration, enfin une entité fonctionnelle assujettie, pardon, ou EFA. EFA, je vais en reparler par la suite, donc retenez bien le terme. Et c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est que l'EFA, en fait, c'est un couple entre le propriétaire et un preneur à bail. Donc voilà, vous avez autant de FA que de couple propriétaire preneur à bail. La deuxième partie, donc, et j'en reparlerai par la suite, qui concerne voilà, directement la déclaration des consommations que vous aurez pu récupérer au préalable. Avant de vous lancer dans une déclaration sur Opera, je pense que c'est important de bien se poser et de pas partir bille en tête pour ne pas avoir à refaire plusieurs fois la déclaration. Pourquoi? Parce que la plateforme à l'heure actuelle est toujours en cours de développement et elle n'a pas toutes les fonctionnalités qu'elle aura à terme. Et donc, notamment, les modifications de certaines déclarations peuvent prendre du temps et nécessiter de supprimer des choses qui ont déjà été faites. Voilà. Un exemple qui est simple, c'est que si vous commencez à déclarer votre entité fonctionnelle, qu'ensuite vous déclarez vos consommations de 2021, 2020 et de votre année de référence, vous vous rendez compte que vous avez oublié, une information sur la déclaration de l'entité fonctionnelle. Vous allez être obligé de supprimer tout ce que vous avez fait au niveau des consommations et de reprendre la déclaration de l'entité fonctionnelle. Voilà, donc ça, c'est un petit tips qui peut vous faire gagner du temps et éviter de reprendre plusieurs fois la même chose. Euh, voilà donc. Alors, première chose, pour la déclaration des entités fonctionnelles assujetties EFA. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, voilà, vous avez la possibilité de déclarer une entité fonctionnelle assujettie. La première question qui vous est posée, c'est quelle est votre qualité d'assujettissement? Est-ce que vous êtes propriétaire occupant? Est-ce que vous êtes preneur à bail? Ou syndicat d'association, c'est quelque chose qui sera un petit peu plus rare. Donc là-dessus, c'est des questions relativement simples. Euh, vous déclarez également le cas d'assujettissement dans lequel vous vous situez. Donc le cas d'assujettissement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes sur un bâtiment à usage simple, on va dire, à plus de 1000 m²? Est-ce que vous êtes à l'inverse sur des usages mixtes de tertiaire ou K3 sur un site ou une seule et même unité foncière? Euh, donc voilà. Ensuite, en fonction de ce que vous avez déclaré juste avant, vous passez à donc, la barre de progression qui avance et vous êtes maintenant sur la partie assujettissement direct. En fonction de ce que vous avez déclaré, donc si vous avez mis que vous étiez propriétaire occupant, normalement, la plateforme reconnaît le numéro que vous avez renseigné lors de votre inscription sur la plateforme Opera, votre numéro de sirène, et donc va la placer à la fois dans le propriétaire principal et occupant. Donc là, vous n'aurez rien à faire. À l'inverse, si vous êtes propriétaire non occupant, vous avez le propriétaire qui s'affiche automatiquement. Par contre, ce sera à vous, dans la catégorie occupant ici, soit à vous en tant que propriétaire, soit à l'occupant, de renseigner directement sa qualité. Donc, type d'identifiant, ça va être le numéro de SIRET ou le numéro RNA ou autre si vous n'avez aucun des deux. Encore une fois, ça, c'est détaillé sur le document qu'a fourni la plateforme Opera en tant que tutoriel pour la déclaration. Ici, juste un petit sujet qui peut porter à confusion et auquel on a eu à faire face, c'est si jamais vous êtes multipropriétaire, enfin plutôt si vous êtes propriétaire d'un bâtiment mais que vous en occupez un autre dont vous n'êtes pas propriétaire
Ici, vous allez renseigner votre SIRET qui va être rattaché au numéro de SIRET du siège. Et ce qui va paraître bizarre, c'est qu'en fait, à partir de ce numéro de SIRET, l'adresse du bâtiment qui va être envoyé va être celui du siège et pas celui sur lequel vous déclarez actuellement. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, ici, vous n'allez pas retrouver l'adresse de votre bâtiment exactement. D'où ça vient? Ça vient du fait que, en théorie, selon l'ADEME, chaque bâtiment devrait avoir un numéro de SIRET bien identifié pour les occupants. C'est très rarement le cas. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que vous aurez certes pas la bonne adresse ici, mais ça fonctionne tel quel, même si vous aurez un petit message d'avertissement qui s'affichera. En, la théorie, encore une fois, voudrait que ce soit régularisé, mais le nombre de cas est tel que ça paraît assez peu probable. Vous avez aussi la possibilité de renseigner le complément du nom de l'EFA. Ici, c'est simplement pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement si jamais voilà, vous avez plusieurs EFA à déclarer. Ensuite vient une information à propos du cadre de reporting. Le cadre de reporting, c'est en gros la période sur laquelle vous avez déclaré vos consommations. C'est-à-dire que, comme vu précédemment, vos consommations vont être déclarées sur une année pleine d'exploitation, mais ce n'est pas forcément de janvier à janvier. Vous pouvez choisir une autre année. Information quand même importante, c'est que à partir du moment où vous avez mis cette date, il faudra que ce soit la même pour les 3 déclarations. Vous n'aurez pas la possibilité de changer pour les 3 données de consommation, pardon, 3 années de consommation. Donc, vous ne pourrez pas mettre de février à février pour l'une, puis de juin à juin pour l'autre, et encore une fois, changer pour la dernière année. Vient ensuite la notion d'IUB, identifiant unique bâtimentaire. Donc ici, c'est ce qui va venir chercher l'adresse, la localisation de votre bâtiment avec le numéro de parcelle, le préfixe et la section. Donc ces 3 informations-là que vous pouvez trouver assez facilement, soit dans les documents que vous avez, soit sur Géoportail. Géoportail qui est un site du gouvernement sur laquelle vous pouvez trouver toutes ces données. Et donc, en complément de ça, vous avez la dénomination du bâtiment et le numéro de lot qui viennent être complétés par vous-même. Donc là, ce sont des informations obligatoires, mais là-dessus, vous pouvez renseigner ce que vous souhaitez de manière à ce que ce soit, encore une fois, lisible pour vous par la suite et que vous puissiez vous y retrouver. Par exemple, si vous avez une EFA qui correspond à un site avec plusieurs bâtiments, dans le cas d'un campus scolaire, par exemple, vous avez possibilité de créer un IUB par bâtiment et donc voilà, une dénomination de bâtiment avec un numéro de lot pour vous y retrouver. Même chose si une EFA occupe 2 étages d'un immeuble, vous pouvez créer un IUB par étage avec le numéro de lot qui va bien, donc en fonction voilà, des informations que vous voulez renseigner. Voilà, donc c'était les quelques étapes de la déclaration de l'entité fonctionnelle. À la fin de ça, vous avez une fiche de synthèse qui vous permet de voir tout ce que vous avez renseigné. Donc ici, on retrouve les différentes informations avec le cadre de reporting, qui dans ce cas-là était du 1er janvier au 31 décembre, ce qu'on retrouvera dans la majorité des cas. Ensuite, donc l'identifiant de l'occupant, donc ici c'était Pouget Consultant, donc c'était nous qu'on avait renseigné pour l'exemple. Le cas d'assujettissement, vos différents IUB, donc identifiant unique bâtimentaire, et la qualité des assujettis. Donc ici, voilà, le propriétaire du bâtiment était la commune de Quiberon avec son identifiant sirène. Et pour l'exemple, encore une fois, nous étions occupants théoriques voilà, en tant que preneur à bail en quelque sorte. Une déclaration de FA n'est pas forcément fixe, hein, vous pouvez revenir dessus par la suite. Encore une fois, tant que les déclarations de consommation ne sont pas effectuées sur cette EFA. Voilà, donc sinon il faudra faire un rétropédalage et venir corriger ce qui a déjà été fait. Une fois l'EFA déclaré, on peut passer aux déclarations de déconsommation de cette entité fonctionnelle. Alors, Arnaud en a déjà parlé, avec la possibilité de récupération des données de consommation gaz et électrique auprès d'Enedis et de GRDF.
Ça passe par des fichiers Excel et les numéros de PDL, ainsi que par un mandat si jamais vous souhaitez que voilà, ce soit quelqu'un d'autre qui récupère les consommations pour vous. Je vous ai mis également les deux adresses génériques auxquelles il faut envoyer ce document, enfin le Excel seul si c'est vous qui faites la demande, le Excel plus le mandat si c'est quelqu'un d'autre qui fait la demande pour vous. Euh, Les consommations, donc 3 années, comme on l'a dit, à renseigner. En priorité 2021 et 2020, et j'insiste sur le fait qu'il faut le faire dans cet ordre, parce que sinon la plateforme ne comprend pas et ne va pas prendre en compte ce que vous souhaitez déclarer. Donc on commence par 2021, puis 2020, et ensuite on termine par l'année de référence qui a été choisie parmi les données de consommation entre 2010 et 2019. Euh, donc ici, la première étape d'une déclaration de consommation consiste à sélectionner la catégorie d'activité, enfin, la catégorie ou les catégories plutôt, parce que vous pouvez en retrouver plusieurs au sein de votre bâtiment. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un bâtiment de bureau dans laquelle vous pourriez avoir plusieurs activités différentes. Pour info, si vous renseignez bureau en valeur par défaut, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne découpez pas votre bâtiment en plusieurs sous-catégories d'usage, mais seulement en une seule. Vous allez vous retrouver avec l'impossibilité de déclarer autre chose une autre activité. Voilà, donc vous serez bloqué. Euh, Là-dessus, vous avez aussi donc le début de l'activité et la fin de l'activité à déclarer sur cette partie de bâtiment. Il y a des infobulles qui sont intéressantes puisque bah, ça vous permet de comprendre mieux la donnée et ce qu'ils entendent par début et fin d'activité. Et il faut également cocher si l'activité que vous déclarez, elle est chauffée, elle est refroidie. Est-ce que c'est de la logistique de froid, du froid commercial ou de l'archivage? Euh, donc, une fois, je m'arrête ici, et c'est important aussi parce que une fois que vous êtes arrivé ici, que vous enregistrez, c'est cette partie et cette partie-là, pardon, est bloquée. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir dessus pour modifier la catégorie d'activité et la surface renseignée. J'ai oublié de vous, enfin, derrière le menu déroulant, il y a la surface associée. C'est vrai que c'est important. Il y a la surface associée à votre partie d'activité. Une fois que vous enregistrez tout ça, c'est figé et vous ne pouvez plus la modifier. C'est-à-dire que si vous voulez changer quelque chose, vous serez obligé de supprimer votre déclaration et de la reprendre du début. Voilà. Donc, pareil, là-dessus, assurez-vous bien d'avoir bien fait votre découpage pour ne pas avoir besoin de refaire le travail de fois. Mettons que cette partie a été bien réalisée, que vous avez renseigné la bonne activité, les bonnes surfaces associées et que vous enregistrez. On arrive sur la déclaration des consommations donc, qui voilà, sont en colonne, relativement simple à comprendre, avec le type d'énergie. Alors, il y a plus que ce qui apparaît à l'écran, puisque c'est une liste déroulante qui est assez longue. Et donc, trois possibilités. Soit vous renseignez les consommations individuelles de l'entité fonctionnelle. C'est encore une fois, c'est précisé par l'infobulle, mais en gros, ça va être les consommations sur lesquelles vous avez la maîtrise et qui ne sont pas partagées par plusieurs EFA, par exemple. Vous avez les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle. Et ici, on va être dans le cas, par exemple, d'un bâtiment dans lequel vous avez trois couples de propriétaires et preneurs à bail, et que vous avez une seule chaudière gaz, par exemple. Eh ben, chaque entité fonctionnelle devra déclarer à son échelle ses consommations, mais ce ne sera pas des consommations individuelles puisqu'elles sont communes en quelque sorte, c'est avec une seule unité de production de chaleur. Donc, ça rentrera dans la catégorie répartie bénéficiant à l'entité fonctionnelle. Et la dernière qui concerne la consommation des espaces communs. Donc, si vous, encore une fois, vous êtes dans le cas que j'ai mentionné juste avant, et qui a des consommations sur les parties communes, donc des consommations d'électricité notamment pour l'éclairage, ça vient apparaître ici. Vous voyez les unités qui sont à renseigner pour chaque type d'énergie. J'insiste sur le fait que le gaz naturel est à renseigner en PCS, donc en produit calorifique supérieur,
pour les kilowattheures, c'est ce que vous trouvez sur les factures. La consommation se fait ensuite en kilowattheures PCI pour toutes les énergies en fonction des unités que vous avez renseignées. Donc, ce sera ça l'unité de comparaison entre les différentes énergies. Et enfin, dernière chose sur la partie consommation, qui apparaît auprès des GRD, donc des distributeurs, hein, très simplement, qui n'est pas encore opérationnel, mais l'idée ici, c'est de pouvoir récupérer par la suite, en fonction des points de livraison qui seront renseignés, directement les données de consommation annuelles auprès du distributeur. Voilà, donc ça sera un gain de temps qui sera assez intéressant et qui permettra voilà, d'avoir l'information automatiquement sur Opera plutôt que de devoir la renseigner là. Dernière chose sur les consos, tout en bas ici, vous avez la possibilité, et Arnaud en a parlé tout à l'heure, de déclarer les consommations liées aux bornes de recharge électrique, moyennant que celles-ci soient sous-comptées. Donc si vous avez un sous-comptage, vous pouvez renseigner les consommations électriques qui sont liées, et donc ce ne sera pas pris en compte dans les consommations, puisque voilà, ça a été mentionné auparavant. C'est un aspect qui est assez particulier. Par contre, si vous n'avez pas de sous-comptage, malheureusement, ça va apparaître dans vos consommations d'électricité et vous ne pourrez pas vous en défaire. On arrive, une fois qu'on a enregistré les consommations, aux indicateurs d'intensité d'usage qui ont été présentés précédemment et qui permettent de moduler l'objectif en valeur absolue. Donc, vous voyez que les valeurs étalons apparaissent et que vous avez la possibilité de corriger ces valeurs étalons avec vos valeurs à vous si vous les avez à disposition. Comme je le mentionne, tous les indicateurs d'intensité d'usage ne sont pas encore parus. Ça vient du fait tout simplement qu'on n'a pas les textes, hein. Donc, pour l'instant, là, on est sur un usage de bureau, on les a, tout va bien. Par contre, si vous êtes sur de l'hôtellerie, si vous êtes sur de la restauration, malheureusement, pour l'instant, vous ne pourrez pas toucher à ça. Ce sera forcément possible par la suite quand les valeurs paraîtront. Cette étape, elle est en quelque sorte, elle n'est pas facultative, mais vous pouvez parfaitement considérer les valeurs étalons comme telles, puisqu'elles ont été pensées voilà, pour se caler sur l'usage qu'on a de manière classique ici d'un bureau, voilà, en bureau standard. Donc là-dessus, en théorie, à part si vous vous éloignez énormément de la réalité, la modulation n'impactera pas énormément sur la valeur du seuil absolu. Pour terminer, même chose que sur les entités fonctionnelles assujetties, on a une fiche de synthèse qui est plus conséquente cette fois, puisqu'on retrouve voilà, la partie qu'on avait déclarée au niveau de l'EFA et tout ce qu'on a déclaré dans la partie des consommations. Donc la surface de plancher qui était assujettie, que j'avais mis ici à 1000 m². Ici, j'ai qu'une seule activité. Si vous en avez plus que ça apparaîtra sous forme de ligne à chaque fois. Est-ce que vous êtes chauffé, est-ce que vous êtes refroidi, etc., etc. Les données de consommation qui apparaissent, qui n'apparaissent pas, qui apparaissent ici. Bon, là, c'était encore une fois un exemple. Donc, les consommations individuelles en électricité seules, on va dire qu'il n'y avait pas de gaz, pour l'exemple. Et donc, voilà, vous avez votre total, vous avez toutes les colonnes que vous avez renseignées. Idem pour les bornes électriques. Et enfin, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais vous avez la possibilité aussi de sélectionner la station météo, pardon, si celle-ci ne correspond pas exactement à celle qui est la plus proche de votre site, sachant que de manière générale, ce sera quand même plutôt, automatiquement, ce sera plutôt bien renseigné. Et donc, on retrouve nos indicateurs d'intensité d'usage ici, s'ils ont été renseignés, s'ils ont été modulés. Si ce n'est pas le cas, ce sera les mêmes que les valeurs étales. Je ne m'attarde pas sur l'export CSV. L'export CSV, donc voilà, j'en ai parlé ici dans les ressources. Vous pouvez les trouver sur la partie, sur l'onglet ressources de la plateforme Opera, avec le guide utilisateur dont je vous ai parlé, et c'est sur celui-ci que je me suis basé énormément. Donc, pour résumer en gros toute la déclaration, vous aurez tout le détail qui est plutôt bien fait. Il y a beaucoup d'informations dedans et c'est vraiment détaillé étape par étape. Là, je vous ai sauté quelques slides, mais dedans, vous avez 150 slides, c'est beaucoup, mais qui vous détaillent bien la chose. La section CSV dans laquelle vous pouvez retrouver donc, les fichiers CSV, donc c'est une sorte de Excel. Si vous souhaitez faire des imports en masse, je ne me suis pas trop attardé dessus. Il y a juste deux choses qui sont importantes à savoir sur les imports CSV, c'est qu'il faut être bien prudent au format du fichier
au moment où vous l'enregistrez, il y a un nom à respecter avec le nom de la structure et la date à laquelle vous importez sur Opera. Si la date n'est pas bonne, le fichier ne va pas être pris en compte. Donc voilà, vous aurez un retour d'erreur et ça peut souvent venir de ça. Ça aussi, c'est détaillé sur le guide utilisateur, il y a tout qui paraît. Donc vous avez un fichier CSV pour la déclaration des EFA, un fichier CSV pour la déclaration des consommations. Voilà. La segmentation détaillée à l'heure actuelle, donc, qui a été mise en août 2022, qui vous permet de trouver les catégories et sous-catégories que vous pourrez renseigner à l'heure actuelle, qui est assez intéressante si voilà, vous voulez bien découper votre site. Et enfin, la plateforme Opera dont Arnaud a parlé, et aussi la vidéo de démonstration donc, qui a été faite par le développeur de la plateforme Opera, le développeur en chef, qui est plutôt bien faite. Elle dure 50 minutes, mais dedans, vous avez vraiment le détail de tout ce que je vous ai présenté, et donc, ça peut être intéressant de regarder ça en parallèle du guide utilisateur. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire concernant la déclaration. Si je reviens une dernière fois sur les fichiers CSV, je pense qu'avant de se lancer sur un fichier CSV, c'est intéressant de faire au moins une ou deux déclarations comme je vous l'ai présenté manuellement. Ça permet de comprendre ce qu'il faut renseigner pour la suite dans les imports CSV. Et pour avoir un ordre de grandeur, je pense qu'à partir de plus de 10 bâtiments, l'import CSV peut valoir le coup. En dessous de ça, je dirais que ça, c'est pas forcément intéressant puisque la plateforme peine encore à bien le prendre en compte. Il y a encore quelques défauts et donc voilà, on peut se retrouver vite à se, se recevoir des renvois d'erreurs à cause des fichiers CSV. Donc voilà, ça peut valoir le coup de prendre plusieurs fois la main sur une déclaration manuelle avant de se lancer sur les imports CSV. Donc en dessous de 10 bâtiments, pour moi, c'est moins intéressant que au-dessus. Voilà donc sur la partie un peu plus pratique de la déclaration. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment, allez-y. Et puis voilà, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Pierre. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous sur les questions. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entrepris de déclarer leur bâtiment, par exemple, et quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce cadre-là? Non? Pas de questions sur la partie technique, opérationnelle? Ah, monsieur Mussard, donc vous avez un hameau de votre côté. Monsieur Machet, est-ce que vous pourriez préciser, en fait, parce que vous dites que le turnover est complexe pour les déclarations, surtout en pépinière, qu'est-ce que vous entendez par là? Je pense que je peux peut-être activer votre micro, en fait, si vous le... Ah, j'arrive pas. Ah, quand les locataires sont présents que la moitié de l'année, d'accord. Ok, effectivement, c'est pour le recoupement des consos, en fait. C'est vrai que ça peut rendre la chose un peu complexe. Et ça me fait penser que j'ai oublié de le dire au départ, mais aussi euh, en même conseil un conseil en parallèle que de celui où je vous ai dit de ne pas partir bille en tête. euh, le locataire et le propriétaire ont la possibilité de faire des déclarations. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre d'accord et voilà, d'échanger, de communiquer bien sur qui fait quoi, histoire de ne pas se retrouver avec une double déclaration, des choses qui ont été faites chacun dans son coin et qui se superposeraient. Voilà, c'est important voilà, de bien échanger sur le sujet.
pour ne pas se perdre et voilà, défaire ce qui a été fait, refaire ce qui a déjà été fait. Pas d'autres questions? Pas de questions sur la première partie? Ah, alors si, voilà, monsieur Ereg, si un preneur déclare un EFA, y a-t-il un risque que le preneur le fasse aussi? Que le propriétaire? Le propriétaire le fasse aussi, oui, ce serait plutôt ça, hein, la question, je pense. Alors normalement là-dessus c'est plutôt bien fait à partir du moment où, comme je vous l'ai présenté, euh, l'EFA a été déclaré au niveau, enfin que le propriétaire et que l'occupant ont été déclarés dans la première étape de la déclaration de l'entité fonctionnelle. Les deux peuvent voir ce qui a été fait. Donc en théorie c'est pas censé se produire. Après c'est quand même intéressant, voilà, comme je vous le disais, de bien communiquer là-dessus et de pas voilà, travailler indépendamment. Bien, merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Donc, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc pour rappel, hein, Arnaud et Pierre interviennent sur le conseil, donc peuvent vous accompagner au travers de comment dire, de notre service. Donc n'hésitez pas. On va déposer évidemment les slides et le replay du webinaire en ligne. Vous pouvez le retrouver sur Réseau 7. Et puis, bah, on reste à l'écoute de vos attentes. N'hésitez pas non plus à vous remonter vos besoins. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne un peu différemment dans d'autres matières, voilà, nous, on échangera avec Arnaud et Pierre et voir comment on peut s'adapter sur ces réponses-là. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention. C'était assez intense comme présentation. Donc, au plaisir de vous retrouver sur un autre événement. Et voilà. Encore merci de Pierre et Arnaud de votre intervention. Merci à vous, avec Merci à plaisir. vous. Bonne Au journée. revoir à tous. Au Merci, revoir à au tous. revoir, Bonne bonne journée. journée. Bon après-midi. Merci.